Les eaux commençaient à baisser dans les marécages du nord. Ken et ses semblables, les crocodiles d'estuaire, tuaient sous leurs crocs plus de poissons qu'ils ne pouvaient en dévorer. Kintala le dingo découvrait pour la première fois les étranges créatures qui avaient envahi le territoire de son père, Paraji. Chez les roussettes, agglutinées sur leurs branches au-dessus de la mangrove, il y avait naguère une saison de frénésie sexuelle. Puis les femelles gestantes avaient formé leur propre colonie. En la protégeant de son propre fils, puis en jouant avec lui, Kudla, le kangourou isolé, avait montré à Cartagna quel merveilleux compagnon il ferait si elle lui accordait quelques faveurs. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve. Car il en est ainsi, nous entrons dans la vie, quand notre rêve commence. Dans la grande savane que chaque jour dessèche davantage, l'horizon se met à trembler. Venue du fond du monde, la cohorte des dromadaires entre en scène et envahit le rêve de Paraji. Un chef dirige la horde. Il se nomme Artway, celui qui sait, l'initié. Artway court sur le côté. Parfois, par la faute d'un seul, le groupe perd de sa cohésion. Il faut alors stopper la cavalcade et ramener l'indiscipliné vers le gros du troupeau. Artway en profite pour accorder quelques instants de répit à ses troupes. Puis il décide que le repos a assez duré. Il faut reprendre la longue marche. Cette longue marche, les ancêtres d'Artway l'ont commencée au XIXe siècle. Ils venaient de l'Inde, du Pakistan, de la péninsule arabique. 10 à 12 000 d'entre eux avaient été importés entre 1860 et 1907 pour aider les pionniers à défricher la grande plaine centrale, l'Outback. Puis, quand les véhicules à moteur rendirent de meilleurs services, on les relâcha. Aujourd'hui, plus de 100 000 dromadaires redevenus sauvages se sont appropriés la grande savane de pourpre. Les dromadaires sont enfin parvenus à une région où Artway juge la nourriture suffisamment abondante. De jeunes mâles débordent d'une énergie trop longtemps contenue. Ils se défoulent. Les plus forts tourmentent les plus faibles. Ces jeux ne portent pas atteinte à l'autorité d'Artway, laquelle se signale par la bave écumante qui sort de ses lèvres et par sa bosse démesurée. Il est le plus grand, le plus puissant des dromadaires. Si loin que porte son regard en direction du mont Artula, il ne voit poindre aucun rival.
De l'autre côté du roc sacré, Paraji et ses enfants cherchent quelque bonne fortune à travers la plaine. Les herbes, naguère si souples, craquent et se brisent sous le coussinet de leurs pattes. Waka, la jeune femelle, prend plaisir à ennuyer son frère à qui pourtant, en théorie, elle doit le respect. Pour avoir la paix, Kintala fait mine de se soumettre. Kintala sait qu'en réalité, dans la meute miniature que forme sa famille, il n'a à s'incliner que devant un seul maître, son père. Celui-ci se moque de ses querelles d'adolescent. Waka, que son indulgence encourage, agresse de nouveau son frère. Kintala en a assez. Il voudrait bien remettre sa sœur à sa place, mais il préfère les dominations préétablies à celles qu'il faut confirmer par la force. La dispute tourne à son désavantage. Bientôt, Paraji se joint à Waka et le mord cruellement. Paraji ne perd aucune occasion de mater son fils, en qui il voit, à tort ou à raison, un rival potentiel. Waka s'élance à la poursuite de son frère humilié. La jeune femelle est plus forte, plus rapide que naguère. Son oreille tombante s'est redressée, sa ligne musculaire s'est dessinée. Kintala s'est éloigné, provoquant la frustration de sa sœur qui le recherche. Quand Paraji rejoint son fils, il le trouve occupé à creuser la terre. Waka, que les parfums de la plaine avaient distraite, se retourne vers son frère. Paraji assiste toujours aux travaux d'excavation. Mais Waka, elle, ne doute pas un instant que sous ce tas de sable se trouve quelque trésor à convoiter. À son tour, la jeune femelle se met à creuser, mais son frère ne l'entend pas ainsi. Paraji s'éloigne avec indifférence. Il sait, lui, qu'il n'y a rien au fond du trou. Quand il revient, Waka et Kintala sont toujours en train de vider leur querelle. Soudain, le jeune mâle se désintéresse de l'objet du conflit et renifle les parties génitales de sa sœur. Puisque celle-ci n'en fait qu'à sa tête, Kintala engage un rituel de domination, lequel prendra la forme d'un simulacre d'accouplement. Le comportement symbolique de Kintala a rempli son office. C'est bien lui, à présent, qui maîtrise la situation et récupère le trou revendiqué. Waka n'a plus qu'à s'éloigner et tenter de mûrir ailleurs quelque malice nouvelle qui mettra son frère à l'épreuve. Au sud, il y avait une île posée au milieu des eaux, à quelques kilomètres du rivage continental. Isolée, protégée, recluse, elle n'avait jamais eu à affronter l'invasion des lapins, des renards ou autres espèces nuisibles introduites par l'homme du bout du monde.
C'est là que vivaient, parmi les wallabies dits de l'île de Gênes, les kangourous gris Cartagna et son fils Pogo. Un jeune mâle nommé Kudla s'était épris de Cartagna. Il la courtisait en faisant tout pour lui montrer sa fibre protectrice et paternelle. Yam, le fils attardé de Burqa, ruminait son dépit d'avoir été privé du plaisir de la téter. Mais Burqa réservait désormais ses meilleurs soins au nouveau bébé, qui alourdissait sa poche. Pour Pogo, c'est l'heure du jeu. Mais au lieu de s'empresser, Cartagna effleure le nez de Kudla. Un geste de tendresse et de reconnaissance. Puis seulement, elle en fait autant avec son fils. Cartagna se prête enfin au jeu, mais Kudla semble vouloir l'en empêcher, comme s'il craignait pour elle les petits points de Pogo. En effet, chez les kangourous, le mot « jeu » signifie « boxe ». Kudla écarte Pogo et se retourne vers Cartagna, qui semble l'approuver. À son tour, elle va vers son fils et l'oblige à s'éloigner. Une fois de plus, Pogo tente sa chance. Une fois de plus, il se fait rabrouer. Il ne lui reste plus qu'à cracher sa rage sur de pauvres wallabies innocents. Aujourd'hui, la vie de Paraji va se trouver bouleversée. Pourtant, tout commence banalement. Avec ses enfants Waka et Kintala, le dingo se creuse un sillage dans les herbes si sèches, désormais, qu'une simple étincelle pourrait en faire une nappe de feu. Soudain, Paraji capte une odeur de chair fraîche si attirante qu'il ne prête aucune attention à la jeune étrangère qui vient d'apparaître à son côté. C'est une petite femelle qui, jusqu'alors, n'avait jamais rôdé dans les parages. L'inconnu parvient en même temps que Paraji à la carcasse d'un grand kangourou. Et soudain... La mère de l'intruse a rejoint sa fille à la vitesse du boomerang, dont elle portera le nom, Kira. Un autre petit l'accompagne, un mâle. Quiri, la fille de Kira, s'est déjà mise à table. Son nom signifie la maligne, l'astucieuse. Kintala ne veut pas se laisser troubler par les événements et ne pense qu'à entamer plus profondément le cuir du kangourou. Paraji se sent troublé. Kira l'intimide, lui qui n'a jamais craint personne. Désemparé, il s'éloigne, comme pour prendre un peu de recul. Quiri s'acharne sur les orifices naturels du kangourou, par lesquels elle a compris qu'il est plus facile d'ouvrir la carcasse. Paraji revient vers le festin.
Il observe les convives avec perplexité et se fait aussitôt attaquer. Quelques secondes ont suffi à Kira pour avertir Paraji. On ne participe au banquet que sur invitation. Elle doit maintenant mettre en garde Waka. Pétrifié devant sa fille qui l'implore, Paraji assiste au châtiment en simple spectateur. Kira retourne à la carcasse. Elle s'en considère comme propriétaire puisqu'elle vient d'humilier devant ses propres enfants celui qui tenait jusqu'à son arrivée le rang de chef de meute. Tout en déchirant les chairs fibreuses du kangourou, Kira sent les velléités de Paraji qui, toute honte bue, aimerait au moins se remplir l'estomac. Écarté une fois de plus, Paraji laisse Kira se concentrer sur son repas. Distraite par son propre appétit, la femelle n'a pas vu revenir Paraji, plus discret et la queue plus basse. Elle décide alors de l'obliger à afficher sa soumission. Il faut qu'il se couche devant elle. La rapide victoire de Kira marque la fin du règne de Paraji. C'est elle, désormais, qui régira le territoire si elle décide de s'y attarder. Le fils de Kira, Marty, vient à son tour piocher quelques miettes de chair. Sa mère s'en prend à lui. Puis à sa fille, Kuiri. Elle aura ainsi agressé successivement Waka, Paraji et ses propres enfants, Marty et Kuiri. Kintala sera le seul à avoir échappé aux démonstrations de force de Kira. Celle-ci mange près de lui sans même un grognement. Encouragé, Kintala attaque l'encolure du kangourou que Kira avait échancré. Quand il relève la tête, la femelle n'est plus là. Elle marche dans la savane environnante, tranquillement, comme un propriétaire prend des allures de géomètre pour évaluer son domaine. Paraji reviendra seul, un peu plus tard, se coucher près de la bête morte. Il se sent subitement ravalé au même rang qu'elle, dans un désert hostile. Paraji l'ignore encore, mais Kira, la femelle dominatrice, n'est pas seule à trouver à son goût le territoire du dingo. D'autres nomades y ont fait halte. Près des femelles qui allaitent leurs petits, de jeunes mâles font pendre leur sac vocal au coin de leurs lèvres. Cet appendice est formé par le gonflement volontaire d'une partie du palais. Il sert à revendiquer le pouvoir, surtout s'il s'accompagne de petites morsures rituelles, visant souvent l'oreille de celui à qui on se mesure. Quelques dromadaires se remettent de la fatigue des longues marches alors que certains, déjà revigorés, se livrent au plus grand plaisir du monde. Humer l'arrière-train d'une femelle et faire circuler goulûment le parfum dans les fosses nasales. Les sécrétions résineuses de certains arbres remportent aussi un grand succès, de même que les écorces les plus rugueuses, sur lesquelles il est si agréable de se gratter ou de torturer ses parasites.
Quelques jeunes mâles courent après une occasion de manifester leurs émois sexuels. Il s'agit en particulier de pourchasser tous ceux qu'on soupçonne de se poser en rivaux. Un peu de bave au mufle est très recommandé. Outre la mousse blanche de sa bave et la graisse noire que sécrètent des glandes à l'arrière de sa nuque, le mâle avantageux urinera sur sa queue, tâche facilitée chez le dromadaire par un étui du pénis dirigé vers l'arrière. Si l'on est plus jeune, on pourra se contenter de singer, même avec ses camarades, les postures d'accouplement que suggère l'instinct. L'idéal est de répandre autour de soi, à l'aide du panache caudal, autant d'urine et d'excréments qu'il sera possible. On pourra alors s'éloigner d'une déambulation souple et détachée, comme si l'on était enfin devenu, par ses propres mérites, le vrai roi du troupeau. La carcasse est toujours là, vers quoi se dirige Query, la petite femelle dingo. La fille de Kira se raccroche à un fil de chair, à ce boyau qui nourrira sa propre vie. Paraji la rejoint, suivi de sa fille Waka et de Marty, le fils de Kira. La veille, il a fallu que chacun trouve son rang dans le groupe augmenté de 3 nouveaux individus. Les avilissements imposés par Kira à la famille de Paraji et l'agitation qui s'en est suivie n'ont pas permis de tirer le meilleur parti du kangourou mort. Mais aujourd'hui, le calme est revenu et chacun mange d'un meilleur appétit. Kira, qui survient, ne semble pas vouloir gâcher la fête. Kintala et Marty font connaissance. Ils jouent à se bagarrer, mais le premier, qui est l'aîné, veille à ne pas abuser de sa force. Paraji, après qu'un regard lui a montré que Kira n'en prend pas ombrage, se plonge dans la charogne. Waka, déjà rassasié, se lasse, alors que son père s'attaque aux entrailles. Tandis que Kintala, délaissant son nouvel ami,
vient prélever sa part du butin, quelque objet de curiosité a attiré le gros de la meute vers la butte située à proximité. Lorsque les autres reviennent, Paradji semble s'étonner. Kira a déjà réussi à intégrer Waka auprès de ses propres petits. En revenant, Kira ne montre aucune agressivité envers Kintala. Elle se contente de leur nifler. La carcasse a perdu tout intérêt pour Kintala. Par jeu, il emporte au loin un boyau que sa sœur Waka lui arrache à la volée. Paradji s'acharne seul sur le grand kangourou, comme s'il voulait le tuer une seconde fois, comme si la plaine, de nouveau, n'appartenait qu'à lui. Sur la zone côtière du nord de l'Australie vit le plus grand crocodile du monde, le crocodile d'estuaire. On le surnomme Salty parce qu'il tolère les eaux salées qui se mêlent aux eaux fluviales de son environnement. Dans les mêmes eaux que le Salty nage le barramundi, l'un des plus étranges poissons australiens chez qui le mâle devient femelle à l'âge de 6 ans. La baisse des eaux asphyxie les barramundi qui s'agitent dans la boue des billabongs, ces mares permanentes qui prennent la place de certains bras de rivière quand leur cours tarit. Quand l'eau devient si basse, ce n'est plus de pêche ni de chasse qu'il s'agit pour les crocodiles, mais de cueillette. Le claquement de leur gueule résonnera encore quelques instants jusqu'à ce que soit rempli leur estomac, de la taille d'un ballon de basket-ball.
Le Wallaroo commun, aussi appelé Wallaroo de la Nouvelle-Galles du Sud, fait partie des habitants les plus familiers de l'Australie, dont il occupe toute la surface, à l'exception de la bande côtière méridionale. Il fut l'un des tout premiers macropodes qu'observèrent les explorateurs venus d'Europe au XVIIIe siècle. Le Wallaroo s'abreuve au même trou d'eau que quelques diamants mandarins. Normalement, les animaux de la famille des kangourous couvrent une partie de leurs besoins en eau grâce aux végétaux qu'ils consomment. Mais quand tout est sec et fané, la moindre flaque devient un trésor. Les derniers temps ont été durs pour Paraji, qui a perdu en quelques heures l'essentiel de son autorité, confisquée par Kira. Au moins peut-il encore, comme pour se rassurer, intimider son propre fils, Kintala. Kira, elle, ne montre toujours aucun signe d'agressivité envers le jeune dingo qui, il est vrai, se soumet avant même qu'elle doive l'y obliger. Les deux jeunes femelles, Waka, l'aînée, et Kuiri, la cadette, sont devenus amis et explorent ensemble le maquis desséché. Paraji tient à ce que Kintala s'incline devant lui et reconfirme leur ancienne hiérarchie. Au fil des mois, Kintala est devenu presque aussi fort que son père. Il tente de se rebeller, mais sa révolte lui semble tellement contre nature qu'il s'amende aussitôt. L'agitation de Waka et de Kuiri, qui émerge de la broussaille, donne un prétexte à Kintala pour les rejoindre et mettre un terme à l'affrontement. Au nord, les arbres de la mangrove où les roussettes ont élu domicile se sont transformés en maternité. Les femelles s'y sont rassemblées dès le début de leur gestation. Sur une branche haute, un nouveau-né qui a vu le jour quelques minutes plus tôt reçoit de sa mère sa première toilette. La mère se distingue par un trou de petite taille à la lisière de l'aile. Beaucoup de roussettes portent de semblables marques, laissées par les griffes de leurs congénères.
L'envasement des estuaires en cette saison de basses eaux fait que le salty marche dans la boue aussi souvent qu'il nage. Cependant, la couleur de ces plaques cornées, plus lourdes et plus épaisses que celles des crocodiles africains, le fait confondre avec la surface des eaux glauques. Dans la soupe végétale qu'est devenue la nappe aquatique, des adversaires s'évaluent comme ils le faisaient déjà au temps des dinosaures. Leur morphologie est restée globalement inchangée depuis 200 millions d'années, de même que leur instinct primaire qui leur dicte cet ordre. Battez-vous. L'énervement découle en particulier de la concentration des crocodiles, plus forte quand les eaux déclinent. Certains bilabons deviennent parfois des traquenards, ou ces trilles des monstres de 6 ou 7 mètres. Quand la guerre est finie, survient parfois un aninga indien, grand oiseau piscivore capable de nager sous le champ de bataille. Sur Kangaroo Island, un géant rouge fait son entrée et va semer les mois dans la famille de Burqa. Dès son arrivée, les autres prennent peur. Yam, Burqa, Cartagna, Pogo. Tous redoutent le colosse balafré. Pourtant, ses intentions ne paraissent pas hostiles. Ngama, le géant, vient calmement se ranger près du jeune Kudla, le seul qui ne se soit aperçu de rien, de Cartagna redressé et de Pogo, vaguement inquiet. La plus troublée est Burqa, que sa poche alourdit terriblement et qui s'enfuit. Ngama se dresse comme un totem au milieu du groupe. Il domine le monde. Même de la mer, on pourrait voir sa silhouette se découper sur la colline. Jour après jour, Paradji et les siens ont consommé la viande du kangourou. Des lambeaux en ont été arrachés et enterrés par précaution, en prévision des jours maigres. Aujourd'hui, Paradji est venu avec sa fille Waka pour gratter encore quelques os, racler des tendons ou grappiller les dernières miettes de viscères.
Colonisée par les mouches et la vermine, la charogne n'est plus guère appétissante. Perplexe, Paradji s'en détourne. Autour du kangourou, il recherche vainement des morceaux de chair dispersés auxquels le soleil aurait, par déshydratation, épargné la décomposition. Insensible à la puanteur qui s'en dégage, ou attiré par elle, Paradji revient à la carcasse. Triomphant, il parvient enfin à en extraire un viscère, encore comestible. Le trésor sera déposé aux pieds de Waka, sa fille, que Kira a récemment humiliée, sans qu'il puisse l'aider. Waka se dirige vers l'offrande, la renifle et la prend entre ses dents. Mais trop d'agapes en si peu de jours ont eu raison de son appétit. Elle se désintéresse du cadeau de Paradji. Burqa s'est enfuie à l'arrivée de Ngama. Elle voulait se trouver en lieu sûr à l'instant où, pour la première fois, apparaîtrait à l'air libre le museau de son nouveau bébé. Le bébé de Burqa a ouvert la fente de ses yeux et écarté l'ouverture de la poche, comme pour pousser la porte du monde. Il s'appelle Toku, le tout petit. Un autre bébé se blottit contre le corps de sa mère. C'est celui d'El Troué, la roussette. Celle-ci ne peut lui épargner quelques acrobaties nécessaires. Par exemple, lorsqu'elle veut uriner et qu'il lui faut à cette fin se placer pour une fois, la tête en haut. Le petit trou que la roussette porte à l'aile gauche ne lui crée aucun dommage. L'aile des chauves-souris est faite d'une membrane très souple et solide, bien que translucide. La peau qui la forme se régénère en cas de besoin, notamment s'il s'agit de combler une perforation. En plaçant son aile sur la bouche de sa mère, le bébé d'El Troué ne facilite pas sa tâche. Mais la toilette est bientôt terminée et le nouveau-né pourra se fixer définitivement à l'une des mamelles grâce à 2 incisives spécialement adaptées. Il y restera accroché pendant tout le mois à venir.
quelques mâles sont revenus sur l'arbre à la faveur de l'aube. Leur présence sera tolérée plus que recherchée, en cette époque de l'année où la colonie des femelles va bientôt se transformer en nurserie coopérative. Kudla, le jeune prétendant de Cartagna, comprend enfin que quelque chose s'est passé dans le groupe des kangourous gris. Un colosse, un mâle plus grand et plus fort, se tient entre lui et la femelle. Kudla ne peut pas croire que sa chance puisse lui échapper. Il rejoint Cartagna. Quand il arrive près d'elle, la femelle s'écarte, suivie de son fils Pogo. Pourtant, Ngama, le géant qui l'accompagne à présent, n'a rien fait pour s'imposer à elle. Il semble que sa seule présence ait subjugué Cartagna, au point de lui faire dédaigner désormais le pâle, le terne, l'anodin Kudla. De nouveau, Kudla tente une manœuvre de contournement. Il ne peut admettre alors qu'il n'avait jamais été aussi près d'obtenir ses faveurs, que Cartagna le méprise. Mais cette fois, Ngama s'énerve et le pourchasse. Kudla ne peut plus que s'enfuir. Cependant, selon la foi des hommes vrais, des aborigènes, un astre est là, au firmament, pour veiller sur la roussette qui vient de naître, pour soigner les harmonies blessées qui déchirent le peuple des dingos, et pour guérir enfin le chagrin des kangourous désenchantés.